Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes impatients de vous entendre. Nous pensons à aider une grande partie de la relance de la transition se fera par les collectivités locales. Et évidemment, il y a d'énormes enjeux dans la vie en ville, la redynamisation donc des centres-villes. Tout ceci est lié également aussi aux efforts qui sont faits pour réduire l'artificialisation de la nature, pour la vie d'après. Donc nous sommes vraiment tout oui. Donc Monsieur le Préfet Michel Blaiseau, je vous en prie, expliquez-nous ce que vous faites. Bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre accueil, ravi de vous retrouver, ainsi bien sûr que les responsables d'équilibre des énergies, une très belle institution que j'ai découverte il y a quelques mois, et bravo pour la qualité de votre réflexion et l'ensemble de vos travaux. Merci aussi pour cette présentation beaucoup trop élogieuse, mais je dirais que vous avez oublié un poste auquel, je ne veux pas dire que je suis fier, mais auquel j'ai été très heureux de représenter l'État et surtout d'administrer, puisque c'est un territoire que l'État administre, c'est le seul dans notre République française, qui sont les terres australes et antarctiques françaises, qui partent du canal du Mozambique avec les îles Éparses, jusqu'en Terra Delhi, qui est au sud de l'Australie, donc dans le continent antarctique, et en passant par ce qu'on appelle les îles subantarctiques de Crozet, Kerguelen. Kerguelen, c'est grand comme la Corse, donc c'est pas non plus des petits confettis. Saint-Paul et Amsterdam. Je vous signale que j'y avais installé la première réserve nationale qui est aujourd'hui de dimension reconnue par l'UNESCO, vous savez, comme des territoires, je dirais, de protection pour la planète. Et l'intérêt, c'était de passer d'une culture d'expédition, et on est dans des terres très difficiles d'accès, enfin des îles très difficiles d'accès, et entre guillemets, c'est pas la croisière s'amuse pour y aller, et on n'a pas de port, etc. Bref, donc passer d'une culture d'expédition qui reste encore extrêmement vivace et qui est très intéressante, parce qu'on a encore beaucoup de territoires et de choses à découvrir, mais très immaculé par l'homme, très peu touché par l'homme, voire ne pas impacté du tout, il y a des sanctuaires où l'homme ne va pas, à une culture de valorisation, d'une gestion durable de la deuxième zone économique française, qui est celle des terres australes. On ne touche pas à celles qui sont en Antarctique. Et voilà, donc je suis un préfet qui a eu par exemple le grand honneur d'être responsable d'un plan de restauration d'une espèce menacée, qui est l'albatros d'Amsterdam, ou de mettre en place un modèle de pêcherie durable qui, je pense, peut faire jurisprudence. Voilà, je voulais le dire parce que... Hein ? C'était en 2008-2010, j'ai fait 2 ans et demi, et ce qui était un peu paradoxal, et je vais finir cette introduction beaucoup trop longue déjà, c'est qu'après avoir administré un territoire, je dirais de manière directe, puisqu'il n'y a pas d'habitants permanents, donc il n'y a pas d'élus, la République m'a demandé de diriger les services de l'Association des maires de France, au service à l'époque des 36 000 maires, maintenant des 34 900. Voilà. Et j'en profite juste pour dire, alors je suis très content, je suis le ministre qui a signé le traité de Madrid de protection de l'Antarctique, donc voilà. Je suis très très content qu'on se retrouve ici, Monsieur le Préfet. Voilà, et en tout cas ce sont des sujets tout à fait passionnants, et vous voyez bien aujourd'hui encore dans le mouvement de protection qui augmente, à la fois de nos aires marines protégées, du continent antarctique, de nos îles subantarctiques, c'est un enjeu. Revenons à l'essentiel de notre... échange ce matin. Bien sûr, je vais essayer d'être le plus court possible. C'est pas toujours facile puisque je suis très passionné par ces sujets, mais n'hésitez pas à m'arrêter, et surtout pour avoir le plaisir d'échanger avec vous, Monsieur le Ministre, et avec l'ensemble des internautes. Action Cœur de Ville a été lancée fin 2017, 2018, à un moment où, pendant des décennies, on a trouvé pertinent d'éloigner de plus en plus les habitants, enfin en tout cas des centres-villes et des villes principales, et de l'éloigner des services, des commerces, des activités. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, c'était un mouvement de très grand étalement urbain et d'artificialisation de nos sols, pour faire simple, et je dirais aussi d'anarchie commerciale périphérique. Et si Michel Péricard était encore là, je pense qu'il serait malheureux de voir comment nous avons continué à enlaidir
nos entrées de ville et nos entrées d'agglomération. Parce que cette dimension paysagère, identitaire au sens de l'appartenance, est aussi extrêmement importante. Par ailleurs, la dernière décennie, et ce n'est pas un propos politicien, mais c'est simplement une observation institutionnelle, nos villes moyennes étaient complètement sorties des radars des politiques publiques. On parle des ruralités à juste titre, on a beaucoup concentré nos efforts aussi à juste titre sur l'émergence du fait métropolitain. Il reste encore des chantiers au niveau de l'agglomération parisienne, mais ces villes un peu à taille humaine, dites intermédiaires, étaient complètement sorties des radars. Et quant aux questions des centres-villes, que chacun d'entre nous, lorsqu'il habite dans une ville moyenne ou qu'il s'y baladait, se rendait compte année après année que le centre-ville continuait à se vider, que des commerces fermaient, que des immeubles entiers n'étaient pas occupés, qu'il y avait une certaine paupérisation des populations qui restaient dans les centres-villes. En clair, ceux qui avaient un peu d'argent allaient ailleurs. Et donc, on a eu aussi un peu cette sorte de dévitalisation, qui n'est pas le monopole des villes moyennes, mais qui trouvait en tout cas une illustration tout à fait singulière dans le centre de nos villes. Contribuons aussi à créer un sentiment un peu d'abandon, voire de désespérance, quand votre bien perd de la valeur et quand vous avez l'impression qu'une ville superbe voit son patrimoine moins entretenu et son activité réduite. Ce sont par ailleurs des villes qui, pour beaucoup d'entre elles, sont des villes industrielles et ont subi de plein fouet, je dirais, le mouvement de désindustrialisation de la France sans qu'on y prenne beaucoup garde. La période actuelle et le post-crise, bien sûr, il y a une prise de conscience extraordinaire, ce qui ne masque pas cependant qu'il y avait des villes industrielles, enfin des villes moyennes industrielles qui étaient extrêmement performantes, mais prenons Vitré avec Pierre Ménieri qui a quand même développé un écosystème industriel extrêmement important. Prenons par exemple Figeac, même si Figeac souffre aujourd'hui du fait qu'ils ont des pépites en matière d'aéronautique qui fait qu'il y avait autant d'emplois que d'habitants. Hein, dans une ville comme Figeac, qui n'est pas non plus au carrefour des communications au sein de l'Europe, on pourrait parler de Lannion, etc. etc. Donc des vraies réussites entrepreneuriales, mais en même temps, je dirais, subissant de plein fouet le choc, je dirais, que notre pays s'est progressivement, de manière un peu insidieuse, désindustrialisé. L'action Cœur de Ville, c'était une réaction pour faire exactement l'inverse. Contrairement à une doxa répandue, heureusement de moins en moins dans certains milieux infrapériphériques, il faut se rappeler quand même que l'ex-CGET, un organisme officiel de l'État, que l'agence nationale maintenant auquel j'appartiens a succédé, mais avec une toute autre philosophie, avait quand même commis un rapport il y a quelques années qui disait qu'en dehors des grandes métropoles, la France était constituée, je cite, de territoires périphériques, sous-entendu dont il fallait accompagner la décroissance. On en est loin aujourd'hui, en quelques années. Action Cœur de Ville, d'abord, a contribué à dire nous croyons au fait que ces villes moyennes, qui jouent un rôle irremplaçable de centralité, sont une chance pour le développement économique et social de notre pays. Sans parler, bien sûr, des questions d'inclusion, de patrimoine et d'aménagement du territoire, etc. Et que deuxièmement, c'est en investissant prioritairement dans la revitalisation du cœur de ville qu'on va redynamiser l'ensemble. Parce que, effectivement, c'est travaillant à la tête, un peu comme pour un poisson, vous savez que ça pourrit par la tête. Et qu'il fallait stopper ce mouvement où, de manière un peu subie, mais parfois un peu complice, on laissait se dépérir l'ensemble des centres-villes. Donc, c'est un plan pour soutenir l'attractivité des villes moyennes. Deuxièmement, c'est un plan. Et donc, on aurait pu s'arrêter là, virgule, en investissant prioritairement dans la revitalisation des cœurs de ville. Ça vise à faire quoi ? À faire venir, les objectifs à faire venir ou revenir des habitants,
des commerces, des services, des activités dans le cœur de nos villes, j'allais dire en ville, de mettre fin à l'anarchie commerciale périphérique. Et je pourrais vous parler par exemple des ORT, qui est un outil qui donne aux élus et aux préfets maintenant des pouvoirs de s'opposer à des projets périphériques. ORT, Opération de revitalisation de territoire, qui est issue de la loi Elan. Mais je pourrais y revenir bien sûr, mais qui donne, si vous voulez, des pouvoirs aux élus et aux préfets de suspendre des nouveaux projets si ceux-ci menaceraient l'équilibre de en tout cas, de l'opération de revitalisation commerciale en ville. Et puis, d'arrêter l'étalement urbain. Et quand on dit arrêter l'étalement urbain, ça passe par quoi ? Ben, ça passe que le modèle de réhabiter en ville devient un modèle plus pertinent. Il est rendu plus compliqué parce que c'est plus simple d'artificialiser un hectare, de mettre quelques pavillons, un rond-point pas loin, et puis d'étaler, etc. Quand on dit remettre ou refaire venir des habitants en ville, de toutes les générations et de toutes les catégories sociales, il faut refaire parfois un peu de mixité à l'envers. Il faut que des familles, des cadres, des employés, des étudiants, des seniors qui veulent consommer du centre-ville puissent bien sûr trouver, je dirais, intérêt à habiter en ville. Dans les 222 villes du programme, qui sont juste en dessous des métropoles, en gros, on part de Chinon à Limoges. Ce n'est pas un critère démographique, c'est un critère de centralité. Quelles étaient en France les villes qui exercent un rôle irremplaçable de centralité pour tout leur territoire, et que si ces villes venaient à être fragilisées, c'est tout le territoire qui partirait à volo. Et en gros, c'est des villes-préfectures sous préfecture, pas toutes, mais en dessous des métropoles, c'est un peu ça. Et on a des villes inférieures à 20 000 habitants, je parlais de Chinon par exemple, on peut parler de Foix dans l'Ariège. Foix dans l'Ariège, c'est la grande ville indispensable dans tout ce secteur montagneux. Et on va jusqu'à Limoges qui fait 135 000 habitants, et on a plusieurs villes supérieures à 100 000 habitants, comme Besançon, ou de temps en temps, comme Perpignan, Avignon, etc., puisqu'elles jouent un rôle de centralité irremplaçable. Dans ces 222 villes, on a 400 000 logements vacants. Tous ne sont pas propres, et beaucoup insalubres. Tous ne sont pas propres à être éventuellement, à redevenir des appartements ou des maisons attractives. Il n'empêche qu'il y a un chantier énorme de rénovation des logements pour offrir, je dirais, une offre de logements qui corresponde aux aspirations contemporaines pour vouloir habiter en ville. Deuxièmement, on peut aussi encourager le fait que dans ces villes, nous avons aussi beaucoup de dents creuses, nous avons des friches, nous avons des îlots qu'il faut absolument recycler, qui sont en état fortement dégradé, et on peut aussi construire du neuf, mais en complément. Mais on a d'abord une priorité, c'est la rénovation des logements, et en tout cas, le programme qui est doté de 5 milliards, vous l'avez rappelé, prévoit notamment de la part d'Action Logement 1,5 milliard de subventions pour, en complément de ce que mettent déjà les opérateurs, compenser le mieux possible le surcoût de la rénovation par rapport à la construction. Pour être très concret, Action Logement donne une bonification de 1 000 € le mètre carré lorsqu'on fait une rénovation d'appartements, essentiellement, bien sûr, dans les villes Action Cœur de Ville. Et puis on a, et c'est là où on peut aussi, peut-être la spécificité d'Action Cœur de Ville. C'est une approche globale. Pourquoi nos politiques publiques ont souvent échoué, c'est qu'elles sont descendantes et verticales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter le logement si on ne traite pas aussi le commerce, si on ne traite pas aussi la mobilité, si on ne traite pas aussi l'implantation des services, l'activité économique, la participation citoyenne et la transition écologique. On a dit aux 222 maires, avec leur président d'Interco, le projet de Colmar n'est pas celui de Carcassonne. Mais vous devez traiter tous, simultanément, tous ces sujets, en cohérence. Et je prends un exemple flagrant. Si, au moment où on investit des millions et des milliards pour revitaliser les commerces de centre-ville, mais quand on dit revitaliser les commerces, c'est des actions spécifiques sur le commerce, mais c'est aussi requalifier l'espace public, permettre aux gens de pouvoir venir, et d'être attractifs, etc., etc.
vous n'allez pas en même temps redévelopper une nouvelle zone périphérique commerciale. Là, je prends l'exemple le plus pédagogique, mais on peut avoir ça. Et ce qui manque beaucoup dans nos politiques publiques, c'est souvent l'incohérence. C'est qu'on a souvent, je parle souvent de contrôle, monsieur le ministre, des injonctions contradictoires, y compris de la part de l'État. On leur dit d'un côté, il faut construire, d'un autre côté, il faut protéger. Et souvent, la synthèse est assez difficile. Et deuxième caractéristique, au-delà de cette transversalité, cette cohérence, cette globalité, c'est le fait que c'est pas l'État d'en haut qui dit, avec ses partenaires financiers, Caisse des dépôts, Action Logement, l'ANA, qui dit aux maires ce qu'ils doivent faire. C'est les maires, avec bien sûr leurs équipes et l'interco, qui élaborent leurs projets Action Cœur de Ville. Nous, notre boulot, c'est de mettre en place les financements, les procédures, l'ingénierie, les mesures législatives et fiscales, je citais l'ORT par exemple, qui vont permettre à ces villes de mener leurs projets. Et en clair, vous avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, qu'on avait, dans mon approche aussi, j'ai eu le plaisir de travailler à l'Association des maires de France, donc au profit des collectivités territoriales, et depuis 3 ans à ce poste, bien sûr, je le poursuis. On fait confiance aux élus et aux acteurs locaux. C'est peut-être pour ça que ça marche pas si mal. Et c'est vrai que c'est un peu révolutionnaire en termes de méthode, puisque l'État est un État aux côtés, est un État accompagnant, quand je dis État au sens global du terme, est un État, j'ose dire aussi, apprenant. Et je vais vous donner un exemple d'une initiative que j'ai prise récemment sur un sujet qui vous tient à cœur. Et en clair, on part du territoire et on ne parle pas d'une conception administrative bureaucratique. Je vais donner un exemple sur l'étalement urbain. Donc déjà, Action Cœur de Ville est fondamentalement vise à stopper un paquebot qui était lancé à vive allure. On ne va pas le stopper du jour au lendemain, mais vous connaissez les débats sur le zéro artificialisation nette. On sait qu'on ne va pas passer de 100 à 0 du jour au lendemain. Mais il faut avoir une trajectoire descendante. Action Cœur de Ville va y contribuer. Et j'ai souhaité aller plus loin, et avec le ministère de l'écologie et le PUCA, qui est un organisme interministériel d'aide à la Hélène Pesquine, nous avons eu l'idée, on a lancé une démarche qui s'appelle Territoire pilote en sobriété foncière, qu'on trouve d'ailleurs plus intéressant que ZAN, qui est un terme technocratique. Et là encore, on a proposé aux villes Action Cœur de Ville, qui voudraient aller plus loin dans la lutte contre l'artificialisation, en disant, mon développement, bien sûr dans des territoires qui sont en développement, parce que si on dit qu'on ne peut rien faire, c'est un peu plus facile. Mais les territoires qui ont des enjeux de développement démographique et économique, comment je peux faire une stratégie de développement urbain qui s'appuie sur les principes de la sobriété foncière, qui devient dans ce cas-là, non pas un handicap, mais un atout d'attractivité du territoire. Je peux vous dire qu'on vient d'installer dans les 7 premiers territoires lauréats en France, j'ai fini avec Hélène Pesquine le Tour de France d'installation dans ces 7 territoires, et j'ai été, non pas surpris, mais j'ai vraiment trouvé remarquable que les élus, les acteurs locaux nous disaient, mais nous, l'avenir c'est la sobriété foncière. Voilà, donc pour vous, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps ou pas, sur les questions de mobilité. Permettez-moi peut-être mais j'espère que je suis cohérent dans mon propos. Souvent, on pose la question d'abord sur les modalités de la mobilité, sur la technique, qui est extrêmement importante. Mais moi, je dirais qu'avant de parler de technique, de moyens de mobilité, il faut d'abord parler du modèle d'aménagement urbain. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire qu'on va arrêter l'étalement urbain, qu'on va développer des nouveaux services, qu'on va rendre plus compact, en clair, l'agglomération, puisqu'on raisonne bien sûr à l'échelle d'une agglomération, que de dire qu'il faut construire une 3e ou 4e couronne parisienne, et avec un coût exponentiel des infrastructures, qui est insoutenable économiquement, et qui rend les gens très malheureux, puisque quand on est banlieusard de 2e et 3e couronne, c'est une galère généralement. Et donc, déjà, il faut se poser la question de l'étalement urbain.
Deuxièmement, il faut se poser la question que si on souhaite, et c'est la profonde aspiration de nos compatriotes qui, je pense, il faudrait bien que beaucoup les entendent. Dans un sondage IFOP avec Jérôme Fourquet, qui a été fait de manière, tout à fait, bien sûr, scientifiquement indépendante, on a été estomaqué du résultat. On l'a présenté en septembre dernier lors de notre rencontre nationale Action Cœur de Ville à la Cité de l'Architecture du Patrimoine. 85% des Français aspirent à vivre, on dit ville moyenne, une ville à taille humaine, la ville du quart d'heure, où tout est à proximité. 85%. Et dans les grandes métropoles, un tiers des jeunes actifs souhaiteraient déménager vers une ville moyenne. Si on fait un ratio mathématique, donc les jeunes, c'est 500 000 actifs. Alors, entre le souhait et la réalité, il y a un gap. Cela étant dit, qui aurait dit il y a 5 ans ou en 10 ans, est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait eu ces résultats-là? Et donc, il y a une et on voit bien qu'avec la crise, les nouvelles formes de travail, les tiers-lieux, les manufactures de proximité, des formes de coopération, des collaborations et de coopératives, etc., fait que, on ne va pas tout changer, mais il y a malgré tout un mouvement qui est extrêmement rapide. Et en tout cas, on est peut-être en train d'assister à un changement de paradigme. Et donc, quand on parle mobilité, il faut d'abord que si on souhaite que notre territoire soit mieux peuplé et plus équilibré, mais il faut d'abord que ces villes soient plus accessibles, je dirais, au réseau national et au réseau européen. Donc on a d'abord une question très importante de desserte. Le deuxième, c'est que il faut, et je terminerai sur ce sujet de la mobilité, d'abord, la desserte. Deuxièmement... Est-ce qu'on vous dit que desserte, c'est la desserte? Non, c'est l'accès au réseau national et européen, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes à Beauvais, si vous êtes à Carcassonne, si vous êtes à Limoges, est-ce que vous pouvez avoir un accès rapide à une grande métropole, mais bien sûr par les transports ferroviaires notamment, on ne parle pas de transport routier, bien sûr à Paris ou une grande métropole. Prenons l'exemple, Libourne. J'ai bien connu parce que j'étais sous-préfet de Libourne. Territoire très attachant et avec bien sûr des grands crus qui rendent le séjour encore plus motivant. Libourne, ils étaient desservis par la ligne TGV Paris-Bordeaux. Vous savez, la ligne TGV, mais qui fait un peu omnibus. Bon. Quand elle arrive là-bas. Voilà, quand elle arrive là-bas. Là, aujourd'hui, vous avez des TR cadencés Paris-Bordeaux de 2 heures. Par ailleurs, les TGV. Par ailleurs, il y a un TER cadencé Libourne-Bordeaux, centre-ville en centre-ville, qui fait entre 20 et 25 minutes toutes les heures. Bon. Aujourd'hui, Libourne, il est parfaitement relié à une métropole européenne qui est Bordeaux, et parfaitement relié au réseau national et européen de la grande vitesse. Ce qui n'est pas le cas de Bergerac. Ce qui n'est pas encore le cas peut-être probablement de Bergerac. Et donc, ça veut dire, vous voyez bien que Libourne, dans ce cas-là, et le maire, qui est à une des villes Action Cœur de Ville, naturellement, joue la complémentarité avec la métropole. Ce n'est pas la ville dortoir de Bordeaux, mais par exemple, beaucoup d'étudiants maintenant viennent habiter à Libourne, puisque Bordeaux, ça devient un peu plus compliqué, beaucoup plus cher. Et le maire de Libourne est en train aussi de développer des startups, un écosystème, etc., qui fait que on peut être à Libourne, mais en même temps aller facilement à Bordeaux ou à Paris ou dans d'autres villes européennes par les interconnexions. Donc, déjà, quand on parle mobilité, c'est une mobilité d'accès. Et puis, l'accès au centre-ville. Quand on parle de la revitalisation des centres-villes, comment se fait l'accès au centre-ville? On a une époque de tout bagnole. Cette époque, bien sûr, était excessive et révolue. Et on avait d'ailleurs dans le cœur de nos villes des grandes places, je pense à celle de Niort, qui étaient remplies de bagnoles, ou à celle d'Arras. Et bien sûr, c'était un peu, pas très attractif. On avait même des cours d'eau recouverts de parking. Voilà. L'eau avait disparu. Exactement. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Ça me fait plaisir ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas une ville, j'ai fait à peu près 80-90 déplacements aujourd'hui dans nos villes, il n'y a pas une ville qui n'a pas la reconquête de l'accès à son fleuve ou à sa rivière, puisque vous avez tout à fait raison, les villes qui étaient constituées autour du cours d'eau s'en étaient détournées, c'était devenu soit des friches, soit des no man's land, soit des trucs dégueulasses, etc. Et aujourd'hui,
ça devient un lieu d'attractivité, je dirais non seulement en termes de promenade, de sport, mais y compris parfois aussi que des bâtiments, que des logements qui ne voyaient plus le fleuve, de nouveau le voient, et ça crée aussi une envie de rénovation, d'attractivité. Et puis je vais prendre un exemple qui est Montluçon. Libourne a rénové aussi ses fleuves, enfin ses berges, mais Montluçon, ville industrielle qui a beaucoup souffert, qui repart. Ils ont fait un appel, et c'est là où on prouve que le nouveau paradigme, c'est les villes moyennes. Ils ont fait un appel à projet il y a quelques années. 23 équipes pluridisciplinaires de niveau international ont candidaté. Et c'est un grand architecte catalan, Busquets, un grand paysagiste français des villes, qui ont remporté. Ça aurait pu être une autre équipe, peu importe. Et le fait d'avoir requalifié les berges entre le côté centre-ville et le côté d'un quartier populaire, parce que le fleuve, l'Allier, était une sorte de césure sociologique aussi, et bien recouture la ville. Parce que le fleuve devient un espace où tout le monde se revient, alors que c'était devenu un espace de séparation et de ségrégation. Voilà, et donc on voit bien que, y compris par l'environnement au sens le plus global et le plus noble du terme, on peut recouturer bien sûr des quartiers et des villes. Et donc, l'accès au centre-ville, après, il est devenu difficile, parce que si on veut que de toute voiture, on est parfois venu à aucune voiture, ce qui est tout à fait, bien sûr, intéressant. Mais il faut trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que si, effectivement, on veut enlever les voitures du centre-ville, faire des rues piétonnes, faire en sorte qu'on ait des lieux de promenade, de loisirs, de consommation du centre-ville, etc. Mais il faut que les habitants puissent garer leur voiture quelque part, et puis que ceux qui souhaitent venir, soit il y a des facilités de stationnement autres, ou soit il y a des navettes électriques, il y a comme qui se développent dans beaucoup de villes, il y a des systèmes qui permettent en tout cas d'assurer l'intermodalité permettant de venir en centre-ville sans défigurer, bien sûr, le centre-ville. Je vais prendre un exemple qui est Niort. À Niort, c'était effectivement, il y avait une sorte de grande place, une sorte d'ancienne place d'armes, après il y avait presque 1000 voitures qui se garaient dans une sorte de truc dégueulasse. La mairie a décidé de chasser les voitures, probablement de faire des parkings souterrains, et puis de trouver d'autres solutions. Ils en ont fait un parc urbain magnifique, qui en même temps a une dimension culturelle, avec des sculptures, etc. Et que ce quartier qui avait dépéri, tout d'un coup les gens le veulent réhabiter, parce qu'en plus ils ont vu sur le parc. Des commerces et des restaurants qui avaient fui reviennent. Et donc, ce parc urbain, qui aussi crée de la fraîcheur, crée de la nature en ville, etc., est devenu un facteur de revalorisation de tout un quartier en centre-ville, et en chassant la voiture, mais en la chassant, je dirais, intelligemment. Mais en tout cas, l'accès au centre-ville reste en tout cas un sujet majeur qu'il faut traiter, y compris de manière très innovante. On ne soupçonne pas qu'il y a beaucoup d'innovations dans nos villes moyennes sur ces questions de mobilité, peut-être parce qu'elles sont plus à taille humaine et que c'est plus facile de faire certaines innovations dans une ville de 50 000 habitants que dans une mégapole mondiale. Mais par exemple, sur la gratuité des transports, initiative qui est approuvée par certains, questionnée par d'autres, mais regardez Châteauroux ou Dunkerque, pour prendre deux villes qui sont des villes action cœur de ville, elles ont mis en place ce système, et avec aussi un développement des transports. Les navettes électriques, j'avais inauguré celle de Colmar, ça se développe dans beaucoup de villes où, pour justement accéder au centre-ville, vous avez des stationnements de rabattement, et vous avez des navettes qui permettent de circuler, d'aller au marché, etc., etc. Les circulations douces, il y a un développement phénoménal. Oui. On peut le voir autour des rivières, mais même en ville maintenant, et c'est extrêmement important, les plateformes multimodales. Prenez Pau, ils ont tout un projet actuellement en cours d'une véritable plateforme multimodale aux côtés de la gare de Pau, qui est tout à fait intéressant. Je peux aussi citer Châteaubriand. Tout ce qui est data, utilisation des nouvelles technologies, les transports à la demande. Ce sera plus facile si la ville est compacte que si la ville est étalée. Le stationnement intelligent. Et savez-vous que c'est notamment dans une ville moyenne du programme, qui est actuellement, il y a peut-être d'autres expériences, mais qui est actuellement expérimenté le véhicule autonome, qui est à Boulogne-sur-Mer.
avec RATP-Dev. Et donc, là aussi, ces villes sont aussi des terreaux d'innovation, de tests, d'expérimentation, avant qu'on ait bien sûr une diffusion. Et puis je terminerai juste par 2 points sur la mobilité. Le premier, c'est que on a actuellement un mouvement d'ubérisation. Tout le monde trouve ça très bien. On peut en tout cas s'interroger si nos centres-villes doivent devenir des dépotoirs de livraison. Et que le centre-ville, bien sûr, ça apporte ces livraisons, ce mouvement de livraison à domicile, ce sont des services tout à fait intéressants. Mais vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le ministre, de la création d'éco-emballages, pour prendre cet exemple. Ça crée énormément de déchets, énormément d'emballages supplémentaires, que d'ailleurs les livreurs ne s'occupent pas de recycler, en tout cas concrètement sur le terrain. Et puis, ça pose d'énormes questions logistiques. La logistique urbaine est souvent un parent pauvre des questions de mobilité. Le dernier kilomètre. Voilà, le dernier kilomètre. Et que si on voit, vous voyez bien, on le voit souvent, une succession de camionnettes mal garées ici ou là, etc., ça devient un centre-ville. On aura mis beaucoup d'efforts pour le requalifier, mais ça ne doit pas être le Far West en termes, je dirais, de logistique urbaine. Et puis, ça ne doit pas être le Far West non plus, alors ça c'est plutôt dans les grandes villes, mais si vous voulez, quand on voit les trottoirs jonchés de trottinettes, c'est pas un immense progrès, et ça veut dire que la puissance publique locale a un pouvoir très important de réglementation et de régulation, car le développement des usages et des nouvelles formes de mobilité ne doit pas se faire au détriment des autres. Et donc les trottinettes c'est génial, à condition qu'elles soient bien garées et que ce ne soit pas un gicana quand vous promenez une poussette sur un trottoir. Voilà, mais on voit bien que il est parfois on trouve que l'ubérisation c'est super, on trouve que le libre usage de beaucoup de choses c'est super. C'est super, mais à condition que ce soit réglementé au sens de la régulation, et qu'on a bien fait un code de la route quand les voitures ont commencé, etc. Il faut faire une sorte de code de l'espace public, dans lequel, bien sûr, tout ça peut se développer, mais en respectant les autres. C'est tout bête, mais aujourd'hui, ce côté Far West dans nos centres-villes, en tout cas, si on y prend garde, on pourrait avoir ce Far West. Et puis je terminerai juste par un clin d'œil sportif. Nous avons signé récemment, sous l'égide de Mme Gouraud, avec Tony Estanguet, président du COJO Paris 2024, un partenariat entre Action Cœur de Ville et Paris 2024 sur différents sujets. Vous savez que Paris 2024 est très attentif au fait que les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris, en proche couronne parisienne, soient des Jeux de la France entière, et que, à cette occasion, il y a non seulement un mouvement, bien sûr, de soutien, mais qu'il y a un héritage qui restera dans tout le territoire national, y compris ultramarin. Et nous allons développer ensemble quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, qui s'appelle le design actif. Le design actif, c'est que vous détournez l'aménagement public, l'équipement public de vos centres-villes pour faciliter non seulement la circulation pédestre, en clair, la voie le mode le plus doux, mais faciliter l'activité sportive spontanée et libre dans le cœur de nos villes. Pour prendre un exemple qui serait celui de Paris, vous avez des stations de métro, et vous les repeignez comme si c'était des steps dans votre salle de gym auquel on n'a toujours pas accès depuis 1 an. C'est par exemple, vous avez une place, vous pouvez faire des traits comme si c'était une mini-piste d'athlétisme ou un espace, etc. Donc vous voyez bien, ça nous vient des États-Unis, mais je trouve que c'est une très bonne chose. C'est fait aussi pour lutter contre la sédentarité, voire l'obésité. Et c'est faire en sorte que dans le cœur de nos villes, et en ville, on puisse aussi privilégier la marche à pied et aussi pouvoir s'adonner à des activités physiques qui vous permettent de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc voilà en tout cas quelques pistes, il y en a beaucoup d'autres, mais que je voulais vous signaler parce qu'elle est particulièrement innovante, celle-là. En fait, il nous faudrait très vite un ouvrage avec la description de toutes ces expériences, de toutes ces innovations. Il paraît dans 10 jours. Pardon, je prends juste. Effectivement, j'ai rédigé d'initiative avec ma petite équipe un bilan à mi-parcours qui s'appelle Action, mais aussi prospectif, qui s'appelle Action Cœur de Ville pour la relance territoriale et écologique, parce que bien sûr on s'insère dans le mouvement de la relance avec le fonds Friche, avec
etc., etc., avec la lutte contre l'étalement urbain, la conférence citoyenne pour le climat. Et vous verrez, il sera officiellement diffusé dans une semaine, puisque actuellement je l'ai transmis à Madame Gouraud. Il y a dans toutes les pages des exemples pratiques dans tous les domaines d'action cœur de ville, et que je crois, en tout cas, j'aurai plaisir à vous adresser dès qu'il sera officiel. Ah ben, très très bien. Alors donc, nous avons la chance d'avoir la primeur de primeur. l'annonce de cette publication. Alors c'est en effet passionnant. Est-ce que vous avez d'ailleurs, comment dirais-je, maintenant on cherche à évaluer la réussite des actions de l'État ou des collectivités. Est-ce que vous avez déjà une espèce de, un tableau de bord en quelque sorte? Comment est-ce que vous mesurez le succès de tout ça? À la fin, quoi? Parce que vous avez donné énormément d'exemples, comment dirais-je, un peu éparpillés. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de savoir si on part de A et on va vers B dans 3 ans, etc. Vous avez ça? Je dirais qu'il y a 3 types de suivi d'évaluation. Un, le suivi, le reporting. C'est un programme décentralisé, mais simplement nos hautes autorités nous demandent quand même quelques comptes. Voilà, et à juste titre. On a un plan de 5 milliards, je peux déjà vous dire, ce sera officialisé la semaine prochaine, que nous sommes déjà, en termes d'engagement au 31 décembre, à 2 milliards 100 millions. En dépit de la crise, en dépit des élections, en tout cas du report du calendrier électoral. Donc ça veut dire qu'on a déjà État et partenaires financiers engagés, ça ne veut pas dire qu'on a tout réalisé naturellement, mais on a déjà mobilisé 2 milliards 100 millions, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, par exemple, engagé près de la rénovation, ou parfois un peu de construction, de près de 50 000 logements, concrètement. Vous avez aussi voilà. Donc ça, on a des outils de reporting. Deuxièmement, il faut des indicateurs. Par exemple, je vais vous prendre 2 indicateurs, il y en a d'autres, mais je vais vous prendre 2 indicateurs qui sont pour nous fondamentaux, mais qui ne sont pas simples. Le taux de vacance de logement en centre-ville, le taux de vacance de commerce en centre-ville. On était, pour prendre les commerces, en train d'assister à une légère décrue avec les 2 premières années du programme. La crise sanitaire et la fermeture de beaucoup de commerces de centre-ville nous font craindre une remontée de ce taux. Mais voilà, par exemple, on en a d'autres indicateurs, mais on a effectivement des indicateurs qui sont extrêmement précis. Et puis on a aussi, c'est un peu casse-gueule, mais je trouve que c'est peut-être plus intéressant, on fait aussi des enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on n'a pas fait des sondages pro domo, mais on s'est adossé à 2 sondages, enfin 2 enquêtes auprès des habitants. L'un sur l'attractivité des villes moyennes, qui était celui de L'Île-de-France avec l'IFOP, Jérôme Fourquet. Et donc on en a sorti un en septembre, et la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de juin, avec les 222 maires à Paris, on va ressortir les mêmes questions presque 1 an après, et on refera ça les années suivantes. Et on a une deuxième enquête qui est Centre-ville en mouvement, où c'est plus sur l'attractivité des centres-villes. D'ailleurs, on voit que c'est la jeune génération qui est la plus attachée au centre-ville pour y venir, y consommer, etc., etc. Et puis enfin, nous avons aussi développé, et nous avons mis à disposition des 222 villes et agglomérations, un kit d'auto-évaluation. Et donc, on co-construit avec les villes aussi un kit conjoint d'évaluation. Et je terminerai par là en disant que s'il y avait un critère plus personnel, qui me paraîtrait le plus important dans ce qu'on souhaite faire, c'est qu'il faut considérer les 5 milliards d'argent public supplémentaires qui sont, je dirais, priorisés sur ces villes moyennes comme une sorte de fonds d'amorçage. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand, dans une ville où il n'y avait plus d'investissement privé, style promotion, les promoteurs reviennent, les investisseurs reviennent, les faiseurs d'affaires reviennent, et je dirais que ce sera peut-être le meilleur signal, même s'il ne sera pas forcément quantifiable. Je suis particulièrement intéressé parce que j'ai connu plusieurs périodes. Vous avez donné un petit coup de patte aux injonctions contradictoires des ministres. Vous avez eu raison, certainement. De l'État. J'ai connu le moment où le président Pompidou disait qu'il fallait adapter les villes à l'automobile. Et à l'époque, ça nous avait heurté. Et c'est là qu'à la limite, une grande partie du mouvement écologiste est née à ce moment-là. On disait, non, c'est les voitures qu'il faut adapter à la ville et pas le contraire. Ensuite, nous avons connu le phénomène rurbain. Et donc, en fait, votre programme
finalement, ça va faire disparaître les urbains. Il vaut mieux qu'ils soient en ville, quoi, Oui. ou alors à la campagne, ou alors en ville, quoi. Hein. Exactement. Et puis maintenant, nous sommes dans ce moment, et ce qui m'a le plus intéressé dans ce que vous avez dit, enfin, tout m'a intéressé, c'est que vous dites ce qui est important, c'est pas simplement la ville elle-même, mais c'est son accessibilité, c'est-à-dire qu'elle soit reliée aussi Oui. au monde, quoi, hein, d'une manière générale. Donc ça, c'est très très important. Parfait, mais écoutez, merci. Je laisse la parole donc au meneur de jeu. La première question, c'était rénovation versus construction. Je crois qu'il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas opposer quand la construction se fait en ville. Et moi, j'ai fait d'ailleurs, dans le territoire pionnier de sobriété foncière, ce que je considère un peu et que je présente un peu aux différents ministres et à leur cabinet comme une sorte un peu d'avant-garde. Si on veut arrêter l'étalement urbain, et si les collectivités et agglomérations seraient prêtes à s'engager contractuellement avec l'État sur une trajectoire vers le zéro artificialisation nette, dans ce cas-là, je trouverais logique qu'on massifie les aides à la rénovation et qu'on leur donne des aides à la construction en ville. Prenons l'exemple du Pinel. Vous l'avez fait ça? Vous l'avez proposé ça? Je suis en train de le proposer. Bien, ouais. C'est ce que j'appelle des ORT vertes, c'est-à-dire que c'est un peu le territoire pilote, on va un peu tester en quoi la sobriété foncière permet le développement urbain intelligent. Oui, très intéressant. Bon. Et je pourrais vous envoyer, on a fait un petit dossier de presse, voilà. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de maires qui me disent mais nous on est tout à fait convaincus de ça maintenant. On a compris, etc. Mais dans ce cas-là, la rénovation ça coûte toujours beaucoup plus cher. Et puis moi j'ai des îlots que je dois détruire, j'ai des dents creuses. Mais quand le prix moyen au mètre carré, dans nos villes moyennes en France, donc il y a des plus, il y a des moins, est de 1300 €. 1300 €. Alors ça fait rêver lorsqu'on doit se loger en région parisienne. Ça veut dire aussi l'attractivité pour se loger. Vous pouvez trouver dans des villes moyennes des maisons de ville au prix d'une chambre de bonne à Paris. Et donc, moi les maires me disent, mais si je n'ai pas un produit qui permette aussi d'attirer de la construction neuve, pour attirer aussi des familles, des cadres, des employés, etc., je n'y arriverai pas parce que le prix du marché est trop en dessous. Et donc, moi je pense que si on veut vraiment lutter contre l'étalement urbain, de manière, au-delà de c'est très bien, au-delà de la réglementation, de la coercition, etc., c'est utile. Mais il faut aussi aider ceux qui veulent s'y engager. Et donc aider, c'est plus de rénovation, plus de construction intelligente. Et puis, juste une question sur la crise. Je pense que Action Cœur de Ville a précédé toutes les crises, hein, je le dis. Alors parfois je dis qu'il a été inventé avant les Gilets jaunes pour la France d'après. Mais je dis ça au ministre qui l'a inventé, Jacques Mézard, et bien sûr à la ministre qui le poursuit, Jacqueline Gouraud. Mais c'est qu'elle est un effet d'accélérateur d'une prise de conscience généralisée. Action Cœur de Ville a contribué à mettre un peu de lumière sur des territoires qui étaient devenus des invisibles de la République. Comme on a des invisibles, malheureusement, en termes aussi de citoyens qui sont ceux qui sont en première ligne. Et, bref, on voit bien qu'il y a une fracture sociale de plus en plus béante entre ceux qui continuent à travailler au front, je dirais, et puis ceux qui, par d'autres méthodes, peuvent, je dirais, concilier plus facilement de rester chez soi. Donc, je ne sais pas que c'est l'idéal, mais on voit bien qu'il y a une fracture sociale énorme qui est en train de se faire. C'est celle-là que je crains beaucoup, avec la fracture générationnelle. Mais la crise, en tout cas, est un phénomène qui accélère la prise de conscience. Et il n'y a pas un maire de ville moyenne qui me dit aujourd'hui, même en 2020, beaucoup de demandes de recherche pour venir habiter, etc., etc., etc. Et donc, s'il y a un aspect, peut-être aussi le développement accéléré de nouvelles formes de travail, dont il ne faut pas non plus abuser, parce que l'avenir n'est pas forcément à rester chez soi en permanence et à se couper du reste. Et d'ailleurs, ceux qui parlent du télétravail sont généralement des gens qui ne télétravaillent pas. Dans la télévision, c'est rempli de gens qui déclarent qu'il faut télétravailler, il faut rester chez soi. Et donc, je pense qu'une société où chacun serait reclus chez soi
serait une société morte. Donc oui, il faut développer des nouveaux usages, oui, on peut habiter quelque part, être citoyen du monde entier, oui, on peut être connecté au monde entier, mais il y a un moment, nous sommes des êtres humains qui ont besoin de sociabilité. Et donc il faut concilier tout ça. Donc pour moi, en tout cas, l'aspect positif de la crise, c'est cette prise de conscience qu'on peut habiter ailleurs, on peut mener une vie conciliant travail et vie personnelle ailleurs, et peut-être aussi avec des valeurs où on aspire à vivre dans une ville plus ouverte, plus naturelle, plus résiliente, plus inclusive. Et ça suppose aussi, et ça je pense que c'est le plus gros défi, c'est qu'on conçoive des appartements et des maisons qui correspondent aux aspirations des gens et non pas de refaire uniquement, en clair, si c'est pour habiter dans le centre-ville de Châteauroux pour retrouver des bars qu'on vient de quitter en banlieue parisienne, on n'a pas d'intérêt de venir à Châteauroux. Je dis Châteauroux, il n'y en a pas, mais c'est cet exemple. C'est-à-dire qu'il nous faut réinventer une nouvelle forme de densité qui concilie le collectif et l'individuel. Et dans une ville, et dans des habitations beaucoup plus lumineuses et ouvertes. Voilà. Et ça, c'est un grand défi architectural. Quand j'étais DG de l'AMF, à l'époque c'était M. Montebourg qui était ministre de l'Industrie, on avait fait un colloque dans l'auditorium sur justement le développement de la voiture électrique. Et ce qui avait été très frappant, c'est que ce qui avait été conçu par le ministère de l'Industrie était un usage pour les très grandes métropoles. Et nous, on lui a prouvé, et d'ailleurs le ministre avait parfaitement pris conscience, que le véhicule électrique il était déjà parfait, il était adapté pour en clair, le trajet domicile-travail en zone rurale, périurbaine et ville moyenne. Je ne dis pas ça parce que je suis ville moyenne aujourd'hui, mais c'est-à-dire que quand vous êtes à 20-30 km, vous allez travailler, des trucs comme ça. Mais ça, ce n'était pas du tout prévu dans la conception des grands ingénieurs du système. Voilà. On pensait toujours, vous voyez, big is beautiful, etc. Non, c'est l'interurbain. Et on a vu, avec la crise des Gilets jaunes, en tout cas, je parle des souffrances qui sont exprimées au départ, je ne parle pas après bien sûr du développement de ce mouvement. C'était quoi? Mais c'est qu'on ne peut plus s'en sortir parce qu'on doit à chaque fois faire le plein, 30 km, patati patata, et on a beau travailler, on ne s'en sort pas. Et généralement, il faut 2 véhicules, parce qu'il y a les 2 qui travaillent, et bien sûr, l'étalement urbain a fait que, par définition, il n'y a plus de transport, etc., etc. Donc, le véhicule électrique, oui. Je me permets un point de vue de citoyen un peu engagé sur, en tout cas, la protection de l'environnement dans mes fonctions, mais je parle sous le contrôle, monsieur le ministre, mais il faut aussi que les véhicules électriques soient eux-mêmes propres. Bien sûr. Parce que moi je trouve ça génial, mais quand on connaît les batteries, le recyclage des batteries, les métaux rares, etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent être, à mon avis, techniquement solvables, résolvable pour faire du franglais, mais bien sûr, à condition qu'on soit... Enfin, en clair, il ne faudrait pas, ce qui n'est pas le cas, mais que les véhicules électriques soient la même chose que les panneaux photovoltaïques dégueulasses qui sont venus de pays asiatiques et qui ne respectaient aucune norme environnementale. Donc oui, un véhicule électrique, bien sûr, on parle, vous avez beaucoup œuvré là-dessus, monsieur le ministre, sur l'éco-conception au départ. C'est-à-dire qu'il faut que les véhicules électriques ils soient aussi éco-conçus pour son recyclage. C'est pas parce qu'il est électrique qu'il est super. Il est super parce qu'il est électrique, mais c'est pas suffisant. Enfin, voilà, je me permets de cette anecdote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nos centres-villes, nos villes, et notamment pour ces agglomérations où par définition le transport collectif n'est pas hyper développé et le trajet domicile-travail encore moins, cet interurbain est vraiment très adapté pour le véhicule électrique, ce qui veut dire qu'en termes d'implantation des bornes, en termes effectivement des possibilités de recharge, etc., il faut s'adapter davantage à ce type, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, bien sûr au sein d'une grande métropole, etc., etc., mais on a souvent négligé ce type de mobilité. Vous verrez dans le document, on a des indicateurs effectivement de taux de vacances, mais c'est des indicateurs annuels, donc on essaie d'avoir, je pense, le dernier, mais on a toujours un peu de délai
puisque, voilà, enfin, il besoin d'avoir les recensements, les statistiques, etc. Mais nous publierons le dernier chiffre connu du taux de vacance de logement. Il y a des exemples, d'ailleurs je pense, peut-être qu'il y en a dans le document officiel qui va sortir dans le 1er mars, mais sinon je pourrais en trouver. Il y a des villes, effectivement, et j'en ai visité certaines, qui développent des réseaux de chaleur. Encore à Maubeuge, par exemple, j'y étais vendredi dernier. Ville industrielle et aussi de la reconstruction. Territoire pilote de sobriété foncière fait partie des 7 territoires que nous avons sélectionnés, parce qu'ils étaient bien sûr volontaires. Donc oui, il y a des énormes projets, y compris dans les centres-villes, d'utilisation du réseau de chaleur, etc. Je peux pas, je parle de celui de Maubeuge parce que j'étais à Maubeuge vendredi dernier et je l'ai vu physiquement, mais en tout cas, je pourrais vous citer retrouver un certain nombre d'exemples. Mais encore une fois, chaque ville mène sa politique comme elle l'entend. Et d'ailleurs, nous avons signé un partenariat avec Enedis, qui apporte gratuitement en tant que Enedis service public toute une série de données et de conseils méthodologiques pour que déjà les collectivités connaissent mieux leur consommation d'énergie en général et d'électricité en particulier, voir là où ça ne va pas, et d'apporter un certain nombre de réponses pour, c'est l'éclairage public, ce sont les bâtiments publics, etc., qui sont, à mon avis, la très grande priorité, y compris du plan de relance. Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, il y a combien de choses, milliards qui ont été dépensés, etc. On le suivra, mais oui, en tout cas, quand vous rénovez plein de logements qui sont aujourd'hui des passoires thermiques, quand je vous parle qu'on est à peu près à près de 50 000 logements rénovés, il y a quelques constructions, mais c'est essentiellement une rénovation, la plupart de ces logements sont des passoires thermiques. Quand, avec la mesure fiscale de Normandie dans l'ancien, qui est issue d'Action Cœur de Ville et qui s'applique prioritairement dans les villes d'Action Cœur de Ville, puis dans les villes signataires d'une opération de revitalisation de territoire. Donc ça élargit le spectre des villes éligibles. Il faut que, en clair, c'est une aide fiscale pour l'acquisition-rénovation de logements avec des travaux lourds, importants, pour en vue de les remettre sur le marché locatif à un tarif modéré. Il y a naturellement des objectifs de performance énergétique à atteindre. Et donc, voilà, donc tout concourt. J'ai des exemples qu'on montrera sur, par exemple, la rénovation de l'éclairage public, etc., etc. Donc, il y a bien la prise en considération, en tout cas dans beaucoup d'endroits, lorsque vous repensez votre centre-ville, que bien sûr d'intégrer tous ces consommations d'énergie, y compris de production d'énergie alternative. D'abord, alors, quand on parle d'une nouvelle centralisation, comme si les villes moyennes avaient une sorte d'impérium sur l'ensemble de leur territoire, je pense qu'on en est encore un peu loin. Vous savez, y compris quand vous habitez dans les communes autour, ou dans les petits villages, qui sont charmants et qui, bien sûr, sont déjà avec beaucoup d'habitations, dont d'ailleurs certaines mériteraient d'être rénovées, plutôt que de construire de nouveau quelque chose dont la durabilité n'est pas garantie, pour dire les choses très poliment. Vous savez, s'ils veulent aller à l'hôpital, s'ils veulent aller au lycée, s'ils veulent aller au centre de formation, s'ils veulent aller au cinéma, s'ils veulent aller au théâtre, s'ils veulent aller au gymnase ou au conservatoire pour faire de la musique, où est-ce qu'ils vont aller? Et donc tous ces services, c'est la ville du coin qui le donne. Et bien sûr, plus elle est grande, plus elle offre des services. Et quand on parle des villes moyennes, ça n'exclut pas les petites villes qui sont y compris dans l'agglomération des villes moyennes et qui jouent des rôles de centralité complémentaires. D'où le plan qu'a annoncé le Premier ministre et la ministre Jacqueline Gourault, ce qu'appelle Petites Villes de demain. Il y en a plus de 1500 actuellement, qui sont un peu les petites villes, les très gros bourgs, qui jouent un rôle de centralité du quotidien. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de la ville moyenne, elle ne va pas se développer au détriment du reste de son territoire. En revanche, et vraiment c'est une conviction profonde pour moi qui est un peu bourlingué un peu partout en France et outre-mer, c'est que souvent l'agglomération s'est étalée au détriment de la ville-centre.
Prenons les zones commerciales périphériques. Je ne suis pas sûr que les villes qui accueillaient ces zones commerciales périphériques l'aient fait pour être sympathiques aux maires de la ville centrale. Et regardez aussi le nombre parfois de zones, de ceci, de cela, qui se sont installées de manière, je dirais, un peu offensive contre la ville principale. Et l'étalement urbain n'est certainement pas la réponse à la consolidation des fonctions de centralité. Donc oui, il nous faut absolument, à un moment où on a beaucoup parlé du Grand Paris, on a beaucoup parlé des grandes métropoles, il n'y en a pas forcément 22, mais la loi en a décrété 22. Je parle des grandes métropoles de taille européenne. Il nous fallait consolider un tissu urbain unique en Europe que constitue ce réseau des villes petites et moyennes dans lequel effectivement nos compatriotes aspirent à vivre. Et l'exemple qui a été cité de quelqu'un qui a envie de fuir une grande ville bruyante pour vivre dans un village agréable à la campagne, eh bien il trouvera, j'en suis sûr, beaucoup de logements ou d'immeubles à rénover et où il pourra vivre agréablement à la campagne sans bouffer de la terre agricole, sans impacter les espaces naturels dont on a absolument besoin, et il sera aussi très content de trouver toutes les aménités urbaines dont je pense qu'il n'a pas décidé de se passer complètement auprès de la ville moyenne, je dirais, tête de son agglomération. Donc surtout, il ne faut pas opposer, on n'oppose pas les villes moyennes aux grandes villes ou aux territoires ruraux, tout ça forme un tout. La seule chose qu'on dit, c'est que ce tout, il est un avantage pour notre pays, à condition qu'on sache bien utiliser les potentialités des uns et des autres. Eh bien justement, c'est un vrai sujet, mais dans la plupart des villes moyennes, il y a quand même un niveau de service public qui est assez fort. Et puis je prends trois exemples qui vont dans le sens inverse. Dans le sens inverse qu'il faut consolider. Un, dans les 222 villes du programme, il y a 430 000 étudiants, dont les résultats aux examens, notamment dans les premiers cycles universitaires, ou dans les écoles d'ingénieurs, je pense à l'école des mines, d'Alès ou d'Albi, sont proportionnellement supérieurs à la moyenne nationale. Vous avez des campus connectés, etc., etc. Donc le développement de l'enseignement supérieur et de la formation, qui crée en plus un écosystème d'entrepreneuriat local, est extrêmement important. Deuxième exemple, avec le Conservatoire national des arts et métiers, on est un peu sur le même sujet, ils souhaitaient revenir vers les territoires. Vous savez, tous ces organismes, je ne parle pas du CNAM en particulier, mais beaucoup d'organismes publics avaient déserté les territoires. On ne parle pas que des services de l'État, on parle des opérateurs, d'un certain nombre d'organismes d'utilité publique. Et bien avec le CNAM, nous avons monté une opération conjointe qui s'appelle Au cœur des territoires, et dans lequel le CNAM s'est engagé, et nous on s'engage à mobiliser notre réseau des 222 villes, à créer 100 antennes locales de formation, donc en clair dans 100 villes du programme. Et donc d'ailleurs le président de la République l'avait cité comme exemple dans son discours au Congrès des maires en disant c'est exactement ça la politique, et je vais être très honoré qu'il cite Action Cœur de Ville, en disant parce que justement on a eu un projet de remettre des outils de formation professionnalisantes dans les territoires. Troisième exemple, vous avez vu que après effectivement des années où l'État notamment avait beaucoup déserté l'échelon départemental, il y a des annonces du Premier ministre récent de remettre des agents. Et Monsieur le ministre, vous qui avez dirigé un très grand ministère, vous savez que l'ingénierie notamment dans les DDT, dans les DREAL, dans les préfectures est quelque chose de très important au profit y compris des territoires, et que donc on avait eu d'ailleurs de ce point de vue-là, à mon avis, on a été trop loin dans le fait que l'ingénierie avait disparu. Eh bien, il y a des effectifs supplémentaires qui vont venir dans les préfectures ou dans les services déconcentrés de l'État, et surtout, vous avez vu que le ministère de l'Économie et des Finances délocalise des services entiers de la DGFiP, et que sur les 70 villes moyennes, en gros, qui sont des villes qui vont accueillir ces nouveaux services, 50 personnes par-ci, 30 par-là, 80 par-là, la plupart sont des villes bénéficiaires du programme national Action Cœur de Ville, montrant par là même, et on était très heureux que le ministre de l'Économie et le ministre des Comptes publics
montrant par la même, mais nous on a dit, les villes sont action cœur de ville, et bien c'est là où on va mettre en priorité nos effectifs. C'est bien, moi j'étais un peu frappé quand j'étais ministre du fait que ce sont les conseils généraux qui débauchaient, si je puis dire, les services extérieurs de l'État. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a la chose qui m'a frappé là, dans cette, c'est la proximité de la nature. Donc les gens veulent partir pour être plus proche de la nature. Et ça, c'est une question un petit peu, c'est un peu personnel, c'est un peu difficile, mais j'ai été frappé par exemple par l'exemple italien, Sienne. Il n'y a pas un arbre dans Sienne, c'est quasiment minéral. Mais la nature est juste à côté. Il suffit de faire 3 pas et on y est. Et au fond, c'est ça qui est important dans cette histoire d'accessibilité. Il faut que la nature soit accessible aussi. Bien sûr. J'ai toujours voulu qu'il y ait une station de métro Forêt de Fontainebleau. Il n'y a pas de station de métro Forêt de Fontainebleau. Ben, tant pis, un jour peut-être il y en aura une. Vous avez raison. Alors, pour paraphraser, vous avez dit, le président Pompidou disait qu'il fallait mettre la voiture en ville. Je veux paraphraser Alphonse Allais. Ah oui, il faut Alphonse Allais, il disait qu'il fallait mettre la ville à la campagne, mais non. Aujourd'hui, il faut mettre la campagne dans la ville. D'accord. J'étais hier dans une ville de la région parisienne, Action Cœur de Ville, et les élus m'ont présenté quasiment en cœur de ville un projet d'agriculture urbaine. Vous verrez, quand on parle de la requalification des berges, généralement on les renature. Des îlots de fraîcheur, la renaturation, les parcs urbains, les circuits verts, etc., sont aujourd'hui dans le cœur de nos villes. Et bien sûr, si on a une forêt à côté ou un beau lac, etc., ce sera encore mieux. Donc l'adaptation de la ville au changement climatique, recréer des paysages. Nous sommes partenaires avec Éric Orsena et Cité Verte et les professionnels du paysage, et notamment ils font des grands prix du paysage, et comment le végétal recrée un paysage en ville d'adhésion. Donc la densité urbaine, elle a quand même ses limites, puisqu'il faut qu'il y ait de la nature en ville. Mais il faut la réinventer. Parce que vous savez mieux que moi qu'il y a des formes de densité qui sont extrêmement pénalisantes, comme on peut avoir des formes de densité beaucoup plus intelligentes qui concilient mieux l'habitat collectif et l'habitat individuel. Même pour l'habitat collectif, aujourd'hui, construire quelque chose dans le cœur de nos villes où il n'y aurait pas de terrasse, où il n'y aurait pas d'îlots, il n'y aurait pas de jardinet, il n'y aurait pas de grands balcons, etc., ça devient ridicule. Et on peut aussi construire des maisons de ville qui concilient, ou des styles de maisons de ville qui concilient. Les pays nordiques le font beaucoup mieux que nous. Il y a des landes en Allemagne qui ont des expériences extrêmement intéressantes. Et donc il faut qu'on sorte, il faut que la profession des architectes, des concepteurs et des urbanistes sortent un peu de ce qu'étaient un peu les habitudes et aillent voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et donc il y a des beaux exemples aussi en France d'innovation où effectivement il faut inventer l'habitation du XXIe siècle qui concilie ces contradictions, mais on a des exemples qui lui permettent de les surmonter. Sur la méthode et sur le peuplement. D'abord, les villes, les 222 villes qui sont du programme, ce n'est pas des villes qui se portent mal. Ça n'a pas été le critère. Vous savez, il y a toujours la règle des 3 tiers. Il y a un tiers qui se porte excellemment, un tiers qui sont dans la bonne moyenne et un tiers qui sont un peu plus en difficulté. Mais ce n'est pas un plan pour des villes en difficulté. C'est un plan pour consolider leur développement et leur attractivité. Et donc, on est vraiment dans une stratégie positive d'attractivité. C'est vrai qu'un certain nombre de villes, historiquement, ont perdu des habitants. On parlait de Montluçon tout à l'heure. Montluçon est passé de presque de 60 000 à presque 20 000. Et vous avez des grands travaux académiques qui vous disent que finalement, il faut continuer. Et nous, on dit l'inverse. Non pas forcément qu'on va revenir pour certaines à ce qu'elles avaient connu, mais peut-être qu'elles vont connaître un autre développement, mais beaucoup plus profond, beaucoup plus durable. Et aujourd'hui, je prends le maire de Saint-Nazaire. J'y étais il y a quelque temps. Le maire de Saint-Nazaire m'a dit, mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est d'accueillir tous ceux qui veulent habiter à Saint-Nazaire. Je ne parle pas de La Baule, je parle de Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'une ville industrielle détruite, reconstruite, aujourd'hui, les gens disent, mais j'ai envie d'habiter à Saint-Nazaire. Bien sûr, ils auront une proximité avec une côte tout à fait exceptionnelle, etc., mais ils veulent habiter en ville. J'étais à Limoges récemment. Le maire de Limoges me disait, mais aujourd'hui, une maison de ville qui ne se vendait plus se vend en un jour. Oui, ça. Voilà.
maisons de ville, etc., etc. Donc il peut y avoir des territoires qui sont plus en difficulté, mais c'est vrai qu'en termes démographiques, on est en train de stopper pour certaines d'entre elles la perte de substance, et il y a un développement. Après, et c'est d'ailleurs le baromètre de l'immobilier des villes moyennes qu'on a construit avec le Conseil supérieur du notariat, est-ce que ce regain de population il se fait dans la ville-centre ou dans l'agglomération? En clair, est-ce qu'on va réussir, dans le cadre d'une densité rénovée, réinventée, on va réussir à être plus compact dans la ville principale? Je ne dis pas que les autres territoires ont besoin aussi vont accueillir les habitants, parce qu'on a aussi des phénomènes où l'agglomération augmente, mais la ville principale diminue. Et on a même des exemples, et je l'ai vu encore récemment en termes de sobriété foncière, où dans des villes où la population diminue, l'artificialisation n'a pas diminué. Elle a même continué, alors que la démographie, etc. Donc oui, on est dans une stratégie de consolidation de la démographie. Le programme, il est décentralisé, déconcentré. Décentralisé, c'est le maire avec l'interco, la ville avec l'interco, qui est responsable de son projet. Il anime lui-même le comité de pilotage, où se regroupaient systématiquement le préfet ou son représentant, les services de l'État, les opérateurs de l'État et les financeurs du programme Caisse des dépôts, Action Logement, l'ANA, et toute partie prenante qui soit associée. Ça peut être l'établissement public foncier local, la chambre de commerce, etc., etc. Donc ça, c'est le maire qui est le pilote. Et par ailleurs, celui qui engage l'État, c'est pas le ministre, c'est pas la ministre, c'est encore moins votre serviteur, c'est le préfet. Tout a été déconcentré. Rien ne remonte. Peut-être pour ça que ça marche pas trop mal non plus. Non, mais je veux dire, mais le côté, c'est pas votre serviteur ou le ministère qui va dire au maire de Carpentras ou au maire de Saint-Malo ce qu'il doit faire dans sa commune. Certes. En revanche, nous, notre boulot, c'est de mettre en place tous les outils à sa disposition et d'animer, et c'est là où je reviens pour répondre à votre question, d'animer une communauté. C'est-à-dire que tous les ans, par exemple, nous faisons une rencontre nationale de tous les maires et qui échangent entre eux. Que de manière périodique, j'édite une newsletter à leur intention pour dire il se passe tel truc ici ou là. Que au-delà du programme, j'ai mené des opérations, dont certaines avec le PUCA, qui s'appellent par exemple Réinventons nos cœurs de ville, où on va les accompagner sur un projet emblématique au-delà de tout ce qu'on fait. Quand je vous parlais tout à l'heure de territoire pilote de sobriété foncière, on en a 7 déjà lauréats, mais il y en a 25 qui sont candidats. On vient de créer un cercle où on va faire des échanges d'expériences avec les 25 agglomérations et bien sûr avec les services de l'État, les agences d'urbanisme, les établissements publics fonciers, les CAUE, les SCOT, tous les milieux d'excellence professionnelle, les ordres des architectes, tous les milieux d'excellence professionnelle qui vont aussi contribuer à cette communauté. Donc oui, un de mes boulots majeurs, c'est de créer une littérature scientifique, de créer des échanges d'innovation et d'expérience, et vous verrez que le bilan qu'on sortira dans quelques jours montrera des exemples, et de créer, donc on a un forum des solutions qui se réunit tous les mois, le prochain est demain, virtuellement actuellement, mais depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où nous traitons un sujet d'innovation qui intéresse l'ensemble des villes et des acteurs. Ce n'est pas que les élus, c'est aussi les professionnels, les investisseurs. Par exemple, on en a eu récemment un sur l'agriculture en ville, un autre c'était comment reconvertir les rez-de-chaussée vacants quand il n'y a plus de commerce. Et donc on a plein d'exemples. On dit, mais dans telle ville il s'est fait ça, dans telle autre il s'est fait ça, et puis il y a un architecte qui va dire, mais moi je propose ceci et cela, et on le diffuse à toute cette communauté, aujourd'hui constituée de plusieurs milliers d'abonnés. Il se trouve que j'étais récemment à Poitiers, parce que ça fait partie des villes, des 7 villes et agglomérations qui ont été lauréates de l'opération Territoire pilote de sobriété foncière. Je ne suis pas encore allé à Besançon, parce que ce sont les 2 villes principales en termes d'action cœur de ville dont les élus ont cette appartenance politique. Donc,
En tout cas, je n'ai pas à juger les orientations des uns ou des autres. Ce que je remarque en tout cas, c'est que dans ces deux villes, on n'est pas dans une stratégie, comme dans d'autres grandes villes bien connues, de geler les projets. Au contraire, quand j'ai visité en tout cas Poitiers, sous l'égide de la maire et avec aussi des élus de l'Interco, il y avait plein de projets en ville. Et c'était très intéressant parce qu'on a vu ce que c'était que la sobriété foncière, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de friches, beaucoup de bâtiments, y compris l'urbanisme transitoire. Enfin bref, il y avait énormément de potentiel. Et donc la municipalité était très engagée dans le programme Action Cœur de Ville, et en tout cas en reprenant avec ses propres priorités, naturellement. Et bien sûr sur le thème sobriété foncière, etc. Mais je dirais que, et sans bien sûr faire de jugement personnel, et en plus c'est pas du tout mon rôle et ce serait ridicule, qu'aujourd'hui cette thématique, enfin, je dirais, elles sont quand même très très présentes dans beaucoup de nos villes. Et d'ailleurs, elles sont très présentes dans le programme en lui-même. Et qu'une ville qui souhaiterait bénéficier à plein du programme Action Cœur de Ville, mais qui ne s'inscrirait pas à sa manière dans les grands principes de la transition écologique, de l'aménagement durable et de la lutte contre l'étalement urbain, passerait à côté du programme. Donc le programme, il est fondamentalement pour la transition écologique, et c'est vrai que certaines villes sont plus inventives que d'autres, mais sincèrement, c'est transcourant. Action Cœur de Ville est pleinement mobilisée par la relance parce qu'il touche les items de la relance. Il est même un peu une sorte, d'ailleurs vous verrez dans notre document, on a montré comment il matchait avec beaucoup d'orientations de la conférence citoyenne pour le climat. Quand on parle du moratoire de l'urbanisme commercial, avec l'ORT, le pouvoir de suspension du préfet, j'ai déjà 3 exemples dans des villes moyennes, Action Cœur de Ville, où le préfet a suspendu des projets périphériques. Donc vous voyez, c'est du concret, c'est pas, etc. Quand on parle qu'il faut arrêter l'étalement urbain et rénover plutôt en ville, etc., nous le faisons. En tout cas, le programme, bien sûr, aide les villes à le faire. Il y a 2 sujets sur lesquels je dirais que la relance apporte des moyens supplémentaires. Il apporte beaucoup de moyens supplémentaires, mais sur 3 domaines particulièrement. Donc ils viennent amplifier les moyens du programme. Et l'intérêt, c'est que, vous savez, quand on parle de relance, il faut que les projets soient prêts à démarrer. Parce que vous pouvez annoncer beaucoup de milliards pour la relance. On l'avait vu en 2008-2010. Mais si vous n'avez pas des projets prêts, ben la relance ne peut pas se faire. Et donc l'intérêt des villes Action Cœur de Ville, c'est que ça fait 2 ans qu'elles réfléchissent et qu'elles ont des centaines de projets d'investissement prêts à démarrer. Je vais prendre 3 exemples. Un, mais là c'est du classique, mais dans le cadre, par exemple, il y a eu 1 milliard supplémentaire au titre de ce qu'on appelle la DECI, dotation de soutien à l'investissement local, avec notamment une priorité pour la revalorisation du patrimoine, la rénovation du patrimoine. Nous avons énormément d'enjeux patrimoniaux et d'actions en cours de rénovation du patrimoine dans les cœurs de ville, Action Cœur de Ville. Donc une partie de cette enveloppe va ipso facto bénéficier aux projets qui sont actuellement menés dans le cœur de nos villes. Et donc on a un effet d'accélération de la rénovation des patrimoines. Deuxième aspect, la défense du commerce de proximité. Enfin, le soutien au commerce de proximité. Il y a les grandes mesures nationales que vous connaissez au coût de la solidarité vis-à-vis de tous les commerçants, restaurateurs, etc., qui sont fermés ou qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Les collectivités ont fait aussi elles-mêmes des mesures complémentaires du style exonération de loyer, exonération de droits de terrasse. Elles ont fait des click and collect, elles ont fait des chèques cadeaux. J'étais à Montbrison, la ville a fait des chèques cadeaux, et donc pour faire marcher le commerce local, etc., etc. Et en faisant des économies sur son budget pour faire ces chèques cadeaux et, en clair, refaire, y compris des chèques restaurants dès qu'ils ouvrent. Donc, vous voyez, donc les villes, elles ont amplifié, mais aux côtés de l'État, qui met bien sûr des sommes extrêmement massives pour aider les commerçants. Et puis là, dans le cadre du plan de relance, il y a un plan État-Caisse des dépôts, prioritairement dans les villes Action Cœur de Ville, de restructuration de 6000 cellules commerciales en termes fonciers, parce que beaucoup de cellules commerciales en centre-ville sont trop petites, sont mal foutues, mal adaptées, et avec l'État participant au déficit de ces opérations-là. Et troisième domaine, et là c'est très important, et on est vraiment très heureux que grâce au plan de relance, on va pouvoir enfin traiter des verrues urbaines. C'est que ça s'appelle le fonds friche recyclage urbain. Et pourquoi il est important? Il y a toujours eu des mesures pour des friches, etc., l'ADEME, des pollutions. Mais quand vous êtes en centre-ville, enfin en ville,
hors quartier politique de l'ANRU, puisque l'ANRU a des dispositifs de prise en compte. Toute opération de restructuration, enfin, qui impose de requalifier une friche, de dépolluer une friche, etc., ou de requalifier tout un îlot fortement dégradé, entraîne des déficits d'opération que le niveau du marché immobilier ne permet pas d'amortir. Si vous le faites dans le centre-ville de Paris ou de Bordeaux, le surcoût de 1000 ou 2000 euros le mètre carré de votre opération, le marché l'absorbe. Mais quand vous êtes à 1300 euros de moyenne de mètre carré, toute opération complexe. Donc j'ai des exemples, je vais prendre par exemple Montceau-les-Mines, il y a une friche d'1 hectare en plein centre-ville, une ancienne friche industrielle depuis des années et des années. Il y a un promoteur qui est prêt à refaire des logements, des commerces, enfin, donc, à reprendre cet exemple, à reprendre ce site qui est un site emblématique. Eh bien, il dit, et donc il fait l'effort de venir investir à Montluçon, enfin pas à Montluçon, à Montceau-les-Mines, etc. Et donc c'est un élément de redynamisation du centre-ville qui serait très important. Eh bien, à la fin, il y a un déficit d'opération parce que le prix de sortie au niveau du marché ne lui permettra pas. Et donc, le fonds friche va venir compenser le déficit d'opération. Et c'est là où nous avons un enjeu exceptionnel. Aujourd'hui, il y a 300 millions, mais on pourrait saturer, à mon avis, 10 fois ce fonds si tous les projets sortent dans les mois et les années qui viennent. Je parle sur l'ensemble des territoires. Parce qu'enfin, nous allons pouvoir traiter des verrues urbaines qui, sans ce fonds friche pris en compte du déficit d'opération, resteraient en l'état. Et donc ça, c'est un apport vraiment stratégique du plan de relance. Donc sur les 5 milliards, on a déjà dépensé plus de 2 milliards. Et donc, en clair, c'est de l'argent supplémentaire par rapport au droit commun. Donc bien sûr, quand je dis Action Logement, mais 1,5 milliard, c'est en plus de ce que mettent, par exemple, les organismes de logement social, s'ils font du logement social ou du logement intermédiaire. Donc c'est bien, c'est le différentiel. Et puis, comme je vous l'indiquais, nous, notre intérêt, c'est qu'aussi on ait un mouvement qui attire l'investissement privé. Et notre principal indicateur de réussite, c'est que ces villes, il y a des industriels qui viennent ou qui reviennent, il y a des promoteurs qui font... Le président d'un grand groupe immobilier français me disait récemment, il y a 3 ans, quand j'allais me présenter, les gens m'écoutaient poliment, mais ils disaient de quoi il me parle. Récemment, il y a un grand promoteur français qui dit, là, vous savez, monsieur le directeur, ben moi, j'ai investi aujourd'hui dans 50 de vos villes. Eh bien, c'était le plus beau compliment qu'il pouvait faire au programme. Je pense qu'avec tout ce que vous nous avez dit, pour le tourisme en France, c'est plus la peine d'aller maintenant loin, puisqu'on ne va pas voyager en avion. Eh ben, il y a un formidable circuit touristique pour aller visiter toutes ces magnifiques villes françaises, quoi. Et donc, on va voir un petit peu comment ça s'améliore dans le temps, quoi. Il y a un certain nombre de sujets, on a tellement envie de vous poser des questions. Vous avez parlé, par exemple, de résilience. Et nous sommes préoccupés, nous aussi, par l'adaptation au changement climatique, pas simplement par il faut lutter contre, mais malheureusement il est là. Donc les inondations, les tempêtes, etc., les villes du littoral, la montée du niveau de la mer. Bon, il y a toute une série de questions, les incendies de forêt. Sans doute, ces villes, ces actions cœur de ville devront s'y préparer aussi, quoi, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais enfin, en tous les cas, c'est magnifique. Moi, je me souviens de Bordeaux, du centre-ville de Bordeaux, et même de Paris, dans le 5e arrondissement. Abandonné, des hôtels pour immigrés, tout était sale, dégoûtant, c'était épouvantable. Et regardez comme ça a changé, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a un retour vers la ville, vers le centre-ville, vers la sociabilité. Et donc ce que vous avez dit sur l'appel aux professionnels, comment est-ce qu'on peut inventer une densité un tout petit peu différente, hein. Je pense par exemple, le trésor des villes moyennes, c'est qu'il y a énormément de maisons avec jardin, formidable. Comment est-ce qu'on fait pour le recensement, etc. Donc, c'est en fait une nouvelle France que vous êtes en train d'inventer. Enfin, vous assistez et vous aidez à l'éclosion de cette nouvelle France. Nous sommes tous là pour y participer. C'est absolument passionnant. Donc, merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu nous donner de l'espoir et de la joie.